Bon, actuellement, je suis étudiante en soins infirmiers en Belgique. Oui, donc pour mon parcours, c'est ça en fait. Bon, Oui, pour bien sûr. actuellement. Ok. Et soins infirmiers. Tu finis quand à peu près? À peu près dans 3 ans. Ah ouais? Ouais, ça fait un peu long quand même. Ouais. Oh, oui et non, finalement. Oui et non, dans la mesure où, en réalité, tout dépend de ton objectif. Tu vois ce que je veux dire? Et Ouais, pourquoi de ce que tu veux faire. oui, et pourquoi la médecine, justement? Bon, je sais pas, ça va paraître un peu drôle, mais ça a toujours été un rêve d'enfant de faire dans la santé. Bon, au départ, je voulais être médecin, mais avec un peu de recul et aussi la maturité, je me suis rendu compte que infirmière, c'est un métier très noble. Du genre, tu es vraiment proche des patients. Pour une personne qui aime bien le contact avec les autres, aider, c'est vraiment le boulot, quoi. Bon, pas pour dire que les autres formations ne sont pas euh, comme ça, mais juste que l'infirmière est vraiment très proche du patient. Elle est un D'accord. peu comme le malade du patient, si on peut dire ça comme ça. Donc, c'est un peu ça qui m'a plus poussée dans la profession euh, d'infirmière. Voilà. Et du coup, bon, allez, on va commencer, tu vois, parce que on va aller maintenant un peu dans les choses. Ça te brûle derrière la gorge. Tu Oui, veux non, mais jamais poser beaucoup de questions. c'est- après, je suis quelqu'un qui essaye toujours d'être un peu droit dans ses plannings parce que c'est une dette morale, en fait, entre guillemets. Et l'idée, c'est que quand on se dit on fait quelque chose à tel moment, il faut qu'à ce moment-là, on le fasse. Tu vois un peu ou pas? Voilà, c'est un peu ça. Et on va commencer tout simple parce que le but de la vidéo aujourd'hui, c'est que tu nous aides un peu euh, à avoir une visibilité en fait sur ce qu'est le métier d'infirmier. Donc, on partira un peu de l'infirmier au Cameroun, de l'infirmier en Belgique. Tu nous parleras, on passera même peut-être par le Covid pour voir un peu, je veux dire, ton retour d'expérience finalement en tant que personne de l'autre côté en fait. Parce que nous qui ne sommes pas du métier, on n'a peut-être pas réellement le recul de ce que c'est quand on est à l'hôpital ou du moins quand on est du corps de métier lié à la santé en tout cas. Ouais. Mhm. Donc, pour un début, je vais te laisser te présenter, hein, tout simplement. Voilà, on va commencer vraiment dans les choses, dans les règles de l'art. Et sens-toi vraiment tranquille, et dans le sens où présente-toi vraiment comme tu te présenterais à Monsieur Tout le Monde entre guillemets. Je m'appelle Martine Luego, euh, originaire du Cameroun. Ah ouais. Je suis en Belgique actuellement. Je suis arrivée à cela à peu près plus de 3 ans. Et je suis étudiante en soins infirmiers. Et jusqu'à présent, je peux dire que ça va un peu. Ça D'accord. peut Donc, aller. t'es arrivé il y a 3 ans. Oui. Pourquoi la Belgique? Pourquoi la Belgique? Ça, c'est une bonne question. Bon, euh, peut-être comme beaucoup de gens le savent, certains parents, quand les enfants ont le bac, bon, en Afrique, aimeraient bien que leurs enfants puissent continuer les études à l'étranger. Ok. Bon, on a plus penché pour la Belgique parce que j'avais déjà de la famille, ce qui fait que ça allait être un peu plus facile pour s'adapter. Donc, c'était un peu ça la raison principale. C'est vrai D'accord. il y avait aussi l'Allemagne qui penchait dans la balance, mais puisque j'avais pas vraiment trop d'affinité avec des gens en Allemagne, on a préféré se La Belgique. rabattre sur la Belgique. Oui. Ok. Et à partir de quel moment tu t'es dit que finalement, bien sûr, après on va revenir un peu sur le parcours au Cameroun, hein, mais à partir de quel moment tu t'es dit qu'il fallait voyager en fait pour poursuivre tes études? Je veux dire, à partir de quel moment? Ça, c'est une idée qui me trottait dans la tête depuis bien avant le bac, hein. Bien avant le bac, je savais déjà d'office que j'allais continuer mes études à l'étranger.
savais pas où, je savais pas précisément dans quelle filière, mais j'avais une seule chose en tête, c'était que je voulais continuer mes études à l'étranger pour avoir peut-être plus de connaissances ou bien voir ce qui se passe à l'extérieur. Mais c'était vraiment toujours ça mon but, quoi. Quand j'étais encore, je sais pas, seconde, première, quand je parlais avec mes parents, c'est toujours ça que je disais, que j'aimerais bien, après le bac, aller continuer mes études à l'étranger. J'aimerais bien, tu vois, quand l'enfant te souffle déjà les petits mots comme ça, le parent commence à s'adapter et à dire que bon, peut-être dans 2, 3 ans, il va falloir que je cherche à me faire monter l'enfant, si sinon, elle va me Oui, laisser. je vois un peu ce Donc, que je vois un peu ce que tu dis. Mais je me faisais dire ça à mes parents, en fait, que je veux vraiment aller à l'étranger. Peut-être c'était aussi l'envie de découvrir comment c'était à l'extérieur. Ça d'accord, compte aussi. ok. Et après le bac, du coup, tu as fait quoi quand tu as eu ton bac finalement, puisque tu n'as pas voyagé juste après ton bac? Non, j'ai pas voyagé après mon bac. Oh, c'était le parcours du combattant après le bac quand même. Parce que quand tu finis le bac, tu as bien envie de... En fait, tu sais pas forcément ce que tu veux faire. Bon, tu sais, mais c'est un peu compliqué. D'autres suivent la vague, du genre, ils vont vers ce que les autres amis font. Généralement, c'est ça, les étudiants, les élèves, quand ils ont le bac, ils suivent souvent les amis, peut-être à la fac ou bien autre. Donc, c'est ce que moi j'ai fait. J'ai suivi la vague. Je suis allée à l'université, j'ai même pas pu faire un trimestre. J'ai dit que non, non, c'est pas pour moi. J'ai dit que non, c'est pas pour moi. C'était pas C'est pas le bon choix évident. finalement. C'était pas le bon choix. C'était pas évident. J'ai plutôt fait une formation en secrétariat bureautique pour ne pas perdre une année. Donc, je me suis inscrite en secrétariat bureautique pour apprendre quelque chose de nouveau, même si c'est pas forcément dans ce que je voulais faire. Et ensuite, l'année d'après, j'ai fait le concours pour devenir infirmière Au au Cameroun, Cameroun. et tu l'as plutôt réussi finalement. Oui, je l'ai réussi. Je Ok, l'ai réussi. Dès que l'année d'après, j'ai fait le concours, j'ai réussi et c'est comme ça que je commence la formation en soins infirmiers au Cameroun. d'accord. Et ça dure combien de temps la formation des soins infirmiers au Cameroun? Ça dure 3 ans pour 3 ans. sortir infirmière principale, infirmière du premier d'état principal. D'accord. Attends, quand tu dis principal, ça veut dire qu'il y a des distinctions? En fait, non, c'est l'appellation. On dit infirmière diplômée d'état principal. C'est l'appellation du titre, en fait. Ah, d'accord. Ok, ok. Et il y a une question que j'ai toujours eu envie de poser aux infirmiers notamment. Est-ce qu'il y a un parcours, est-ce que quand on est infirmier, par exemple, on peut enclencher le parcours des médecins derrière ou pas? C'est-à-dire faire encore 4 ans et devenir médecin? Non, c'est deux parcours totalement différents. On ne peut pas quitter d'infirmière pour être médecin. Le médecin, il commence son cursus et puis il finit, il fait son doctorat en médecine. Par contre, l'infirmière, elle, quand elle commence, elle peut, bon, au Cameroun en tout cas, au bout de 3 ans, elle peut, après avoir eu son diplôme, elle peut continuer en master et encore avoir le doctorat dans une branche spécifique. Mais médecin et infirmier, c'est deux branches totalement différentes. D'accord, ok, 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 je vois un peu, je vois. Parce que je me suis toujours posé cette question, hein, moi perso, et je pense que je suis pas le seul d'ailleurs, parce que je connais pas plus que ça le métier. Et tu as fait 3 ans, et après les 3 ans là, tu as travaillé comme infirmière, tu as fait quoi? Tu as réussi ton parcours, en tout cas, tu es infirmière au Cameroun aujourd'hui, à l'heure où on parle. Au Cameroun, je suis infirmière, j'ai mon matricule au pays et tout. Ok, Mais ça a été plutôt particulier pour moi parce que à ma troisième année, j'ai entamé les procédures pour la Belgique. Donc, ce qui ok, fait qu'en même temps, je faisais ma troisième année, en même temps, je suivais mes procédures pour avoir le visa. Et cette année-là, j'ai réussi mon année, je suis sortie infirmière, j'ai soutenu, j'ai porté la toge et tout ça. Et 2 mois plus tard, je prenais le vol pour la vol. Belgique. Oui. Ah ouais, d'accord, ok, 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 ok. C'était plutôt rapide. À Donc en peine, réalité, tu n'as même pas eu le temps d'exercer même 1 heure au Cameroun. non, même pas. Pendant que parce que je me rappelle, dès que j'ai pu obtenir mon diplôme,
3 semaines à peine après, quand mes camarades étaient encore en train de voir s'ils vont composer l'intégration ou bien s'ils vont aller en stage de perfectionnement, moi, je suis déjà en train de dire que bah, je m'achète quelle valise ou bien je cherche quel pull, quel truc. Donc, c'était vraiment différent. J'ai vraiment pas travaillé en tant qu'ingénieur au Cameroun. D'accord. Mais du coup, on va un peu rester au Cameroun quand même, hein, pour pas mal de choses. Mais, Quel avis, aujourd'hui avec du recul, quel est le retour que tu as sur le parcours d'infirmier au Cameroun? bon, avec du recul, l'idée que je me fais de la profession ingénieur au Cameroun est vraiment différente de l'idée que je me faisais avant d'entrer. Quand je commençais mon cursus, je me disais que bon, quand tu vas arriver pour ta formation, on va essayer t'apprendre à piquer et tout. Donc, en fait, c'est une profession qui n'est pas vraiment valorisée en Afrique et au Cameroun, si je peux me permettre, parce que on se dit toujours que l'infirmière, c'est peut-être le subalterne du médecin ou bien du docteur, mais c'est pas ça. C'est une profession à part entière avec plusieurs actes très délicats à faire et qui apporte beaucoup dans un hôpital. Un hôpital sans infirmier, c'est tout simplement impossible. Donc, pour moi, l'idée que je me faisais de la profession infirmière, c'est du genre une formation facile, du genre vraiment, ça sera une petite balade, une petite promenade, rien de très compliqué, ça va aller. Mais quand on est arrivé déjà le programme des cours, tu te dis, mais waouh! C'est moi qui vais apprendre Wow. ça. Oui, ça ne donne pas le lait. Je te dis que, mais attends, je suis sûre que c'est la profession infirmière que je fais ou bien. Donc, vraiment, les gens n'imaginent pas tout le travail qu'il y a derrière. C'est un gros, gros, gros boulot. Les 3 ans, mais c'est 3 ans vraiment très, très plein. Vraiment, Ok, que ce soit les cours pratiques ou théoriques, en passant par les stages et autres, c'est intense. d'accord. Et du coup, est-ce qu'aujourd'hui, après ta formation, je veux dire, enfin, je vais formuler d'une manière en fait. Ce que j'ai envie de dire, c'est que quand on est infirmier au Cameroun, techniquement, on peut travailler, n'est-ce pas? Je veux dire, il y a suffisamment de pratique quand même pour être apte à pouvoir intervenir directement dans un hôpital, quoi. Bien sûr, oui. D'accord. Et du coup, en tant qu'infirmière, quand tu arrives en Belgique, qu'est-ce qui s'est passé? En tant qu'infirmière, quand j'arrive en Belgique, ce qui se passe, c'est que, bon, je me rends compte que c'est pas vraiment ça. Pourquoi? Parce que le diplôme n'est pas vraiment reconnu intégralement. Parce qu'il faut noter que une infirmière au Cameroun, quand elle arrive en Belgique, elle est rétrogradée, on peut dire, au niveau d'aide-soignant. Encore, il faut faire les procédures pour faire valoir ton diplôme. Et je tiens à noter qu'une aide-soignante au Cameroun, c'est une formation d'1 an. Donc, tu te rends compte, tu te tapes 3 ans au pays, et puis quand tu arrives en Europe, on te dit, bah, ton diplôme, ça vaut le diplôme d'aide-soignant, et encore, il faut que tu passes par l'équivalence. Bon, c'est normal, c'est un autre pays, il faut bien voir ce que tu as eu à faire pendant ta formation pour voir si c'est équivalent, mais c'est même pas équivalent au diplôme d'infirmière en Europe, mais plutôt d'aide-soignant. Donc, c'était un peu ça mon premier choc, si je peux me D'accord. permettre. Par C'est rapport pas à évident ça, à accepter. oui, je comprends, mais par rapport à ça, moi aussi, j'ai eu une expérience très proche de celle-là. Mais ce que je veux dire, je vais devoir poser une question. Est-ce que tu es arrivé avec un visa étudiant ou dans un autre cadre? Non, je suis arrivée avec un visa étudiant. Et du coup, je veux dire, parce que moi, par exemple, je ne suis pas arrivé avec un visa étudiant, tu vois. Et moi, j'avais un bac F1 au Cameroun avant de voyager, avec un bac F1, qui est fabrication mécanique pour ceux qui ne connaissent pas. Sauf quand je suis arrivé, on m'a dit, bah, voilà, écoutez, vous n'êtes pas entré comme un étudiant, donc on n'a pas reconnu votre diplôme avant le voyage. Donc, ce qui fait que automatiquement, eux, ils regardent dans leur système à quel niveau à peu près correspond vos connaissances, en fait. Voilà. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé en train de refaire seconde, première, terminale. Parce que je veux pas. Donc, moi aussi, j'ai eu 3 ans qui ont sauté comme ça à la poubelle. Mais, parce que moi, si par exemple, si tu viens en France, par exemple, avec un visa étudiant, et ben ton diplôme est reconnu. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce il y a un travail en amont qui est fait par le Campus France depuis le Cameroun, en fait. C'est pour ça que je ne comprends pas exactement pourquoi est-ce que ton diplôme en est là, Bon, quoi. c'est peut-être parce que j'ai pas précisé que quand je faisais ma démarche de demande de visa,
j'ai plutôt entré mes documents avec le baccalauréat. Ah, ok. J'ai entré mes documents avec le baccalauréat, mais en justifiant mes années universitaires. Parce que quand j'entrais ma demande de visa, j'avais pas encore obtenu mon diplôme d'infirmière. Totalement. Et je voulais pas perdre beaucoup d'années, ou bien du genre, je voulais pas attendre avoir mon diplôme avant de commencer mes démarches pour, euh, pour monter en Belgique. Donc, j'ai préféré déposer ma demande de visa avec Avec le mon bac. bac en justifiant mes années universitaires. Et maintenant, sachant que si j'arrive, si la procédure marche, je peux faire valoir mon diplôme après. Donc, c'est un peu cette procédure-là que j'ai préféré adopter. D'accord, ok. Après, une fois de plus, pour des diplômes comme la médecine, où il y a assez de normes en Europe, personnellement, je ne vais pas te mentir, j'arrive à comprendre. J'arrive à comprendre parce que Oui, ouais, c'est vrai. même quand on parle, même, Pour un début, quand tu arrives, tu ne comprends pas pourquoi, en fait, mais avec le temps, quand tu as la possibilité de voir comment ça se passe ici et de côtoyer certains milieux, bon, le milieu hospitalier, tu comprends quand même que la rigueur est beaucoup plus présente ici, c'est vrai. d'accord. Donc finalement, c'est pas un grand choc avec du recul, là, je vais pas te mentir. Autant dans mon domaine, bien sûr, autant dans mon domaine encore, c'était discutable, parce que après les classes où on m'a remis, ça a été balayé. Mais autant pour des diplômes, par exemple, des diplômes d'infirmiers, de médecins et tout, même entre les pays européens, ben, il y a des variantes qui rentrent en ligne de compte. C'est-à-dire, par exemple, le cas le plus flagrant que je connais, c'est par exemple des diplômes italiens. Ben, quand tu viens en France avec un diplôme italien, ils sont un peu, ils vont pas te dire que c'est pas équivalent parce qu'après tout c'est l'Union européenne, il y a un standard européen de formation, mais ils te compliquent un peu l'intégration au système, ils te disent de passer un peu certaines certifs, des trucs comme ça. Tu vois un peu ou pas? Donc cet aspect-là, voilà, j'arrive pas à comprendre. Mais je voulais te poser quand même certaines questions. Tu as dû faire des stages quand tu étais au Cameroun, notamment dans le parcours infirmier. Ouais, j'en ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça ne me parle pas. J'ai fait tellement de stages, tellement. D'accord. Et du coup, c'est quoi réellement le travail d'un infirmier? Je veux dire, moi aujourd'hui, j'ai pas la mesure en fait. Je veux dire, je sais qu'il y a l'aide-soignant justement qui est là pour qui est un peu comme le manœuvre au chantier. Et puis il y a le médecin qui donne les médicaments et tout. Mais entre les deux, il y a l'infirmier, mais je ne sais pas exactement c'est quoi sa place dans un hôpital en fait. Bon, la tâche de l'infirmière c'est diversifié. Ok, C'est-à-dire, un infirmier dans un hôpital, il peut faire les réflexions de lit, s'occuper du patient, du genre, si le patient veut aller à la selle et qu'il n'arrive pas, c'est l'infirmier qui peut aider le patient pour faire le planning de médicaments. Par exemple, le médecin prescrit, mais c'est l'infirmier qui doit administrer et faire le suivi, du genre programmer les prises, ok, administrer les médicaments aux patients et faire la surveillance. d'accord. Donc, Ok, c'est l'infirmière qui fait tout ça. Entre autres aussi, il y a aussi un suivi psychologique parce que l'infirmière aussi doit suivre le patient psychologiquement, savoir ce qui se passe. Comme un de nos professeurs nous disait, le médecin soigne la maladie et l'infirmier soigne la personne. Ça, c'est une phrase que notre professeur aimait beaucoup nous dire quand on était en cours au Cameroun. Parce que le médecin, l'infirmier, par exemple, lui, il ne s'arrête pas au niveau de la maladie. Un infirmier, quand il vient devant le patient, il veut connaître pourquoi tu es malade, tes conditions de vie à la maison. Et aussi, il ne faut pas seulement soigner la maladie, mais il faut aussi se rassurer que quand ton patient rentre à la maison, qu'il ne puisse pas revenir encore à l'hôpital avec la même maladie. Donc, il faut non seulement éliminer la maladie, mais on peut éliminer la cause de la maladie. Donc, en fait, c'est tout ce travail-là que l'infirmier doit avoir. Il doit non seulement prendre soin du patient, mais se rassurer aussi que le patient étant à la maison puisse être en bonne santé, du genre expliquer au patient comment faire certaines choses, ou bien peut-être, je vais prendre un cas peut-être bête, comment se brosser les dents, ou bien expliquer vraiment au patient les problèmes qui ont trait à sa maladie, pour que les prochaines fois qu'il ne puisse plus revenir pour la même chose, quoi. d'accord. C'est un peu Mais de façon globale.
D'accord. Mais nous, les gens du dehors, entre guillemets, nous, on pense que quand un patient est guéri, bah, c'est un client de perdu pour l'hôpital. Est-ce que c'est vrai? Bon, pour moi, dans ma logique, c'est pas vrai parce que en tant que personnel soignant, tu ne dois pas souhaiter que les gens soient malades. C'est pas ça le rôle propre de quelqu'un de la santé. Tu peux pas souhaiter que quelqu'un soit malade, même si c'est que tu te fais de l'argent quand les gens sont malades. Ton travail, c'est de les soigner et non de les rendre malades encore. Donc, Oui, pour moi, voilà. oui. Donc, du genre, dire que quand le patient est malade, il vient, tu le soignes et tu aimerais qu'il revienne encore, c'est un échec. C'est un échec Ok, en tant que soignant. Donc, tu ne dois pas vouloir que ton patient revienne. S'il revient, c'est que tu as mal fait ton boulot. je Donc, suis totalement quand un d'accord. patient passe devant toi, tu dois te rassurer qu'il ne revienne plus pour la même maladie. Quitte à ce qu'il vienne pour un autre problème, mais pas vraiment qu'il revienne encore. Un patient peut-être que tu as soigné, je vais prendre une pathologie qu'on trouve généralement en Afrique, le paludisme. Un patient que tu soignes du paludisme, peut-être ce mois-ci, il revient encore dans un mois pour le paludisme. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça Ça veut veut dire dire qu'il y tout a eu un simplement. manquement. Oui, ça veut dire qu'il y a un manquement. Soit tu te rassures que ton patient a peut-être, on appelle les moustiquaires chez lui. Tu lui dis comment utiliser. Tu lui dis peut-être que tes portes et tes fenêtres, il faut les fermer avant la tombée de la nuit pour éviter que les moustiques n'entrent. Bref, tu donnes Oui, les voilà. précautions comme ça que ton patient doit adopter pour ne plus avoir le paludisme. Bon, du moins pour limiter. Oui, bien sûr, je vois ce que tu veux dire en fait. C'est toute une approche pédagogique, c'est un suivi du départ Oui, du traitement jusqu'à la fin en fait. Ok, pour éradiquer littéralement la maladie. exactement. Ok. Maintenant, vu que tu es infirmière au Cameroun avec un matricule et tout, est-ce qu'en Belgique, dans ta formation d'infirmière, tu te balades un peu? C'est-à-dire, En gros, est-ce que pour toi tout semble facile du déjà vu ou tu apprends de ah, nouvelles choses en fait? bon, je ne peux pas dire que tout semble facile ou j'ai déjà vu parce que le cerveau humain, bien sûr, on apprend des choses, mais il y a aussi d'autres qu'on peut facilement oublier si c'est que on n'a pas, si c'est qu'on ne relit pas constamment. C'est peut-être drôle, mais c'est vrai. Peut-être les cours que tu as eu avant en première année, oui, tu connais peut-être faire l'acte, mais tu ne te rappelles plus forcément de tout ce qu'on dit dans ton cours. Ça, c'est pas, tu ne te rappelles pas de ce qu'on te dit dans le cours mot à mot. Peut-être une définition, tu peux la définir en tes propres thèmes parce que tu as déjà étudié, mais ce ne sera pas forcément les mots du professeur dans le cahier. Donc, c'est D'accord. un peu ça. Donc, Ok. c'est pas que tu te balades ou bien que tu connais tout, mais il y a peut-être certaines choses que tu peux relire et relire, tu te dis, ah ouais, comme ça, bref. Mais ça sera pas du genre nouveau, quoi. Ok. Mais c'est quoi pour toi la différence aujourd'hui entre la formation d'infirmière au Cameroun et en Belgique? La différence, bon, Commençons par la je vais, théorie. Commençons par la théorie. Après, on parlera de pratique. je vais commencer par, bon, ok, par la théorie. Moi, je trouve que la théorie est pratiquement pareille. Pratiquement. Parce que Ok. le cours dans le fond, bon, bref, le cours, il est pareil dans le fond. Maintenant, c'est la façon de dispenser qui peut peut-être changer. Les professeurs, bon, c'est chaque professeur qui prépare son cours. Ils ont peut-être un canevas, mais c'est des professeurs qui font les recherches en fonction de leurs propres acquis et de ce qu'ils trouvent. Ils préparent leur cours pour dispenser aux étudiants. Ok. Mais en général, de manière théorique, les cours sont pratiquement pareils. C'est peut-être juste la façon de dispenser qui change d'un professeur à l'autre. Un autre. Ok. Et maintenant, au niveau de la pratique. Bon, au niveau de la pratique, c'est autre chose. C'est autre chose, pourquoi? Parce que dans mon école au Cameroun, on n'avait pas vraiment de matériel pour faire la pratique. Donc, ce qui fait que le cours pratique, on le faisait plutôt en théorique. Déjà, on t'explique, on te dit comment c'est, mais puisque l'école n'a pas le matériel, par exemple, une réflexion de lit de patient, on va te dire, il faut ceci, il faut ça, il faut désinfecter le lit, il faut. Mais puisque l'école n'a pas ça, tu sais pas le faire en direct. Tu sais pas le faire en direct, tu ne peux que le faire quand tu pars en stage.
Donc, c'est D'accord. un peu ça le problème, ben, la différence sur le plan pratique. Par contre, dans mon école actuellement, c'est pas ça du tout. Genre, on te fait le cours, il est vraiment pratique. Oui, tu as le support théorique, mais quand tu arrives dans la salle de cours, tu vois les lits avec les mannequins, avec les plateaux, avec tous les ustensiles que tu peux trouver à l'hôpital, tu les retrouves à l'école, ce qui déjà facilite beaucoup l'apprentissage. Donc, pendant que le professeur t'explique, il est en train de faire l'acte. Et là, tu enregistres plus facilement. Et après que le professeur ait expliqué et fait l'acte, chaque étudiant passe pour lui aussi faire à son tour. Quand tu fais, ton D'accord. professeur dit que non, tu dois plutôt faire comme ça, là, tu changes et ça te permet de mieux comprendre ce que tu fais et de mieux retenir. C'est D'assimiler ça la beaucoup grosse mieux. différence. D'accord. Oui, Et c'est ça la grosse différence. Ouais. d'accord. Tu m'as dit qu'au Cameroun, tu as fait beaucoup de stages. Donc là, je reviens Ouais. encore un peu au Cameroun, voilà, parce que le but, c'est un peu de faire une jolie comparaison d'ailleurs. Euh, moi, quand j'entends stage et j'entends Cameroun, en général, c'est que tu travailles comme un employé, mais tu as le titre d'un stagiaire. Toi, ça ressemblait à quoi tes stages au Cameroun? Bon, ce que je peux d'abord noter, bien que les écoles au Cameroun n'ont peut-être pas le plateau technique pour former les étudiants à l'école, pendant les stages, c'est très, très, très soutenu. Du genre, il y a vraiment un bon suivi. Déjà, à l'école, on nous disait, quand on partait en stage, on se rassurait toujours que les cadets ou bien les élèves de première année dans l'hôpital où ils vont, il y a au moins un ou deux étudiants de deuxième année dans leur service. Pourquoi? Pour les faciliter l'apprentissage parce que, bon, l'école sait que puisqu'il n'y a pas de matériel, il va bien falloir au moins les chaperonner. Souvent, peut-être, le personnel n'a peut-être pas le temps pour bien suivre Oui, l'étudiant. Au moins, son supérieur, déjà, maître de stage. bon, pas son maître de ça, mais son étudiant, son camarade qui est peut-être en deuxième ou troisième année, Ok. comprend puisqu'il est passé par là et peut facilement le chaperonner. Donc, déjà, ça, c'est un plus. Bon, c'est vrai que dans presque tous les établissements du monde, ça se fait. Mais en plus de ça, l'étudiant a la possibilité de vraiment pratiquer. Parce que en première année, on envoie les étudiants dans les hôpitaux un peu reculés pour qu'ils puissent pratiquer doucement, mais qu'ils puissent le faire. Donc, parce que si on envoie un étudiant de première année dans les grands hôpitaux, ça serait un peu compliqué parce qu'il va se heurter à d'autres étudiants qui sont déjà plus aptes que lui et peut-être on n'acceptera pas qu'ils travaillent. Or, dans les hôpitaux un peu reculés, c'est pas pareil parce qu'il n'y a pas déjà beaucoup de personnel, donc on a besoin de la main-d'œuvre et peut-être le chef de centre peut facilement t'expliquer et te laisser pratiquer. Pas du premier coup, hein, mais au moins, il te dit que bon, dans ton cours, on t'a dit quoi? Tu dis dans mon cours, on a dit qu'on doit faire l'injection comme ça, comme ça, comme ça, sur tel site. Il dit bon, il faut quoi? Tu dis à peu près ce qu'il faut. Il te laisse apprêter ton matériel, il te laisse. Et puis quand tu vois comment il fait, tu dis que ah, donc c'est comme ça. Oui, ok. Donc là, tu fais avec lui. Il peut faire une, deux, trois fois, et puis la quatrième fois, il te laisse faire. Ce qui n'est Sur pas de vraies peut-être. personnes? Pardon? Sur des vraies personnes? Oui, c'est des vraies personnes. Ah, Déjà, je me rappelle, il y avait un cours qu'on a eu à faire, c'était le cours sur les injections, c'était à l'école. C'était à l'école et notre professeur avait dit, bon, comme il n'y a pas de matériel et tout, vous allez vous injecter chacun. quoi? C'était ma première fois de tenir une seringue et je peux te dire que j'avais peur. Mais ça a été plutôt une bonne expérience parce que tu sais ce que le patient ressent avant que tu ne l'injectes. Attends, mais Donc, qui tu sais, vous a injecté du coup? entre camarades en fait. Oui, mais Mais pardon? c'était quoi le produit que vous vous êtes injecté?
Non, c'est un produit. C'est pas que tu injectes et tu fais passer le produit, juste pour montrer comment tenir la seringue, comment faire le processus. En fait, c'est pas que tu injectes jusqu'à faire passer le produit. Ah, d'accord, ok. Ça me En rassure, fait, en tout cas. c'est juste, non, c'est pas injecter jusqu'à faire passer le produit, mais c'est beaucoup plus pour te montrer comment tenir, même déjà pour tenir la seringue, d'autres ont un peu du mal, ou bien pour faire venir le produit, ou bien pour faire passer le produit. Donc, c'est Tout un tout procès. un processus. Ouais. D'accord. Petite anecdote, petite anecdote. À ce qui paraît, les médecins ne savent pas piquer. Bon, pour les médecins que moi j'ai rencontrés, la plupart savaient piquer. Donc, je sais pas d'où ça sort que les médecins ne savent pas piquer, mais injecter ne fait pas partie vraiment de leur rôle propre. Donc, certains peuvent apprendre à l'école, mais avec le temps, ils perdent certaines notions. Certains. D'accord. D'accord, donc c'est Oui, pas donc, vraiment leur domaine de prédilection. c'est pas vraiment leur rôle propre, mais les médecins savent piquer. La personne qui dit qu'un médecin ne pas piquer, franchement, les médecins savent piquer, mais c'est pas franchement leur rôle propre, en fait. Mais ils savent. On les apprend ça aussi à l'école. Donc, en temps normal, ils doivent savoir. Ok. Et du coup, ça ressemble à quoi les stages en Belgique, du coup? Puisque là, on a fait des stages au Cameroun. Les stages en Belgique, ça ressemble à quoi? Les stages en Belgique, c'est beaucoup plus, bon, la différence n'est pas vraiment très flagrante. Mais le plateau technique est quand même beaucoup plus fourni. Faut pas se mentir. Parce qu'on va pas comparer un hôpital en Europe et un hôpital dans nos pays. C'est pas évident. Le matériel dont on dispose n'est pas forcément pareil. Moi, je suis arrivée en stage, il y avait du matériel que j'avais jamais vu. Bon, j'avais vu ça à l'école, en pratique, en théorie et tout. Mais quand tu arrives sur le terrain et puis tu vois vraiment le plateau technique, je te dis, waouh, il y a vraiment une grosse différence. Vraiment, c'est, ouais. Et du Donc, coup, tu as, enfin, je veux dire, dans le contenu, tu vois, puisque déjà, tu disais tout à l'heure qu'à l'école, vous avez déjà plus de pratiques, vous avez déjà plus d'essais, vous avez des mannequins, vous avez des réelles éprouvettes, entre guillemets. Et du coup, quand vous arrivez en stage, est-ce qu'on vous donne accès aux patients, par exemple? Vous avez quoi, vous avez droit à quoi exactement? Enfin, je veux dire, votre champ d'action en tant que stagiaire, c'est quoi à peu près? bon, quand tu arrives à l'école, déjà, c'est ouvert, c'est-à-dire on laisse vraiment l'étudiant apprendre. Il y a des supérieurs qui sont là pour superviser. En fait, un Ok. étudiant, en fait, moi je me dis c'est pareil partout. Quand ton supérieur ou bien l'infirmier pas faire un acte, tu es avec lui. Ce qui donne de A à Z, quoi. Tu es avec lui, tu vois comment il fait la collecte des données, comment ça se passe, comme tout le processus avant même d'arriver dans la salle du patient, tu vois comment il fait et tu le suis. Maintenant, au fur et à mesure, il peut te laisser faire certains actes. Un étudiant ne fait pas, bon, surtout pour les premiers stages en deuxième ou en troisième année, tu fais pas tout. Au fur et à mesure que tu évolues dans la formation, tu es plus apte à faire certains actes. Donc, et aussi, les étudiants, quand ils vont en stage, ils ont, on peut dire, un cahier de charges, si je peux dire ça comme ça, Ok. qui décrit vraiment les actes que l'étudiant doit faire pour son niveau. Donc, c'est l'école qui dit peut-être, comme tu es au niveau 2 ou bien au niveau 3, voilà ce que tu dois faire pendant ton stage. Un champ d'action, entre Et guillemets. exactement. Et chaque acte que tu poses, tu dis que OK. Et puis, la personne avec qui tu as fait l'acte signe pour prouver que voilà, c'est un acte que tu as fait et tout. Donc, c'est un peu ça. C'est suffisamment suivi, quoi. Et Bah, c'est aussi pareil au pays, hein. C'est pareil au Cameroun. On a aussi un peu. C'est d'accord. pareil. Mais alors, dernièrement, il s'est produit quelque chose un peu partout dans le monde. C'est ça qui est à la mode en ce moment, apparemment, niveau sanitaire. Ouais. Toi, quel regard tu portes à ça, Par au rapport, Covid et tout, en tant qu'infirmière ou infirmière et étudiante infirmière, je sais pas comment tu te positionnes là-dessus d'ailleurs, mais quel regard tu as quand il y a un tel événement? Est-ce que tu étais déjà au cœur de l'action ou pas? Ou en tant qu'étudiant, tu es resté sur les bancs?
Bon, le Covid, quand ça sortait en mars, quand la plupart des pays ont dit qu'ils entrent en confinement, j'étais sur les bancs, j'étais pas en stage, j'étais pas à l'hôpital. Donc, j'étais plus en phase de cours à distance. Donc, j'ai pas vraiment vécu le Covid dans les hôpitaux. On peut dire ça comme ça. Donc, c'était beaucoup plus à l'école avec les mesures sanitaires et se désinfecter les mains. Bref, comme beaucoup de gens ont pu le constater dans différents milieux, la Ok. distanciation et tout. Donc, j'étais pas vraiment à Au cœur de l'hôpital pour l'action. voir. Voilà. D'accord. Et je veux dire, est-ce que quelque part tu t'es dit, si j'étais au Cameroun, j'aurais peut-être pu apporter quelque chose, puisque de toute façon, tu es infirmière matriculée au Cameroun. Oui, je dois dire que le fait de me retrouver encore à l'école et de faire tout ça, ça me manque un peu souvent de pratiquer intégralement, de prendre soin du patient. Parce que en troisième année, un étudiant de troisième année au Cameroun en sciences infirmières est déjà apte, quoi. Quand tu sors, tu es plein, tu es apte à travailler sur le terrain. Donc, souvent, ça me manque un peu tout ça, les actes que je posais au pays, mais je peux pas les poser ici à cause, Voilà, bon, t'as pas les c'est droits vraiment, ici. ça me manque. Oui, ça me manque. Souvent, j'aimerais bien peut-être placer une perfusion ou bien, je sais pas. Il y a plusieurs. Bon, là, c'est juste un exemple. Il y a tellement de trucs. Donc, ça me manque souvent quand je cause avec mes collègues qui sont au pays et qui me racontent souvent leur journée, comment ils prennent soin de leurs patients. Bon, ils me racontent en anonyme, quoi, sans bien Bien sûr, sûr je vois ce que tu veux dire, oui, dire bien de sûr. qui il s'agit, mais il me raconte quand même, peut-être j'ai eu tel cas aujourd'hui, mais sans me dire de qui il s'agit, quoi. Respecter le patient et l'anonymat. Bien sûr, bien Ça me sûr. manque. Oui, ça D'accord. me manque. Justement, parlant de ça, ta formation va encore durer combien de temps à peu près déjà? 3 ans, c'est ça? Pas après. Et après? Après. Ça, c'est une bonne question. C'est vrai que j'ai vraiment d'autres horizons, d'autres, on peut dire quoi? D'autres D'autres projets? chemins, d'autres projets en fait, toujours dans la santé, mais différents d'infirmière et peut-être bien avant les 3 ans, ça va aboutir. Donc, je sais pas encore, mais je préfère ne pas trop. Tout quand, avancer. quand, quand c'est pas encore confirmé, vaut mieux ne pas trop parler. J'attends d'avoir Tout en parler. voilà. D'accord. Mais Ok. sinon, Y j'ai a d'autres. pas... Ok. J'avais une question qui était comme ça, qui brûlait pendant que tu parlais. Et là, d'un coup, elle a sauté de ma tête. Oh, mon Dieu. Désolée. Oh non, t'inquiète, c'est pas grave du tout. Mais voilà, ah, c'est bon, c'est revenu, c'est bon. Tiens, voilà, c'est bon. Justement, en fait, je voulais faire un peu le parallèle entre la médecine et le numérique. Déjà, j'ai une question. Hein. On parlera du numérique juste après. J'ai une question. Est-ce que l'infirmier a le droit de faire des injections dans les hôpitaux en Belgique? Parce qu'à l'instar de l'Allemagne, j'ai cru entendre que les infirmiers n'ont pas ce droit-là. De faire les injections dans les hôpitaux en Belgique. Voilà la question. Mhm. Parce qu'à l'instar De l'Allemagne. bon, dans mon parcours, on nous apprend à injecter. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on nous apprendrait à injecter si c'est qu'on n'a pas le droit d'injecter. Puisque à l'école, on nous apprend à faire des sous-cutanés, des intramusculaires et tout. Donc, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on apprendrait à un étudiant à faire tout cela si à l'hôpital, il n'a pas le droit de le faire. Donc, pour moi, ce qu'on apprend à l'école, c'est ce que tu es censé faire quand tu as ton diplôme. Donc, je ne sais D'accord. pas si c'est confirmé ou bien si c'est juste une rumeur. Bref. Mais pour moi, on nous apprend à faire les injections à l'école. Ça ne veut pas dire que quand on va finir, on est censé aussi faire ça à l'hôpital. D'accord. Et j'en ai une autre d'ailleurs qui est arrivée aussi. Ouais. C'est bon ou pas? Tu vois la question ou pas? Ah ouais, à quel moment tu décides d'aller continuer à l'étranger? Je veux dire, quelle a été ta motivation? Bon,
À quel moment? Comme peut-être je l'ai dit précédemment, j'ai toujours vraiment eu envie d'aller à l'étranger. Bien avant mon bac, j'ai toujours eu envie d'aller à l'étranger pour faire mes études. Mais non, ça ne dépendait pas de moi, ça dépendait de mes parents et des moyens. Mais à chaque fois, je parlais quand même à mes parents que voilà, si après le bac, je peux aller fréquenter en Europe, ça me ferait très plaisir de voir comment ça se passe là-bas et acquérir plus de compétences. Pourquoi pas rentrer après au pays et aider ceux qui sont restés. Donc, c'est dès lors. Maintenant, quand tu dis une chose aux parents, c'est pas toujours ça qui se passe, quoi. Avec les difficultés économiques et tout, il faut du temps à un parent pour s'apprêter, surtout pour faire monter un enfant en Europe, c'est pas évident. Ça demande beaucoup de moyens et beaucoup de sacrifices. Mais à chaque fois, quand même, je parlais aux parents. Je disais, j'aimerais bien aller en Europe, j'aimerais bien. Quand j'ai même eu le bac, j'ai dit ça à papa et à maman. Pas dit que bon, on va voir, il faut beaucoup d'argent, c'est pas facile pour l'instant, commence d'abord à fréquenter ici, si ça marche, oui, sinon au moins tu n'auras pas perdu des années. Parce que c'est ça que beaucoup d'étudiants vraiment, quand peut-être les parents leur promettent ou bien les sous-entendent qu'ils peuvent aller à l'étranger, ils abandonnent complètement leur avenir dans le pays. C'est pas, ça se fait pas. Tu peux pas mettre toutes tes œufs dans un même panier pour compter rien que sur un truc qui est incertain parce que le visa, c'est pas sûr. On peut te donner, pardon, je mets en silencieux. On peut te donner le visa tout comme on peut te refuser le visa. Maintenant, si tu as passé tout ton temps après ton bac à attendre le visa et qu'on te refuse, après tu fais quoi? Peut-être tes parents n'auront plus les moyens ou bien n'auront plus la force de t'envoyer à l'école. Donc, mieux, tu fais une formation dans laquelle tu sais que tu peux travailler dans ton pays avec ou sans le visa. Donc, ne pas uniquement compter sur le visa. Donc, c'est un peu ce que j'ai fait. Je me suis dit que bon, même si je veux partir à l'étranger, j'aimerais que, en partant à l'étranger, au moins que dans mon pays, je puisse déjà avoir quelque chose, avoir appris quelque chose. Du genre, même si, comme on dit souvent, même si là-bas ça cuit, s'il y a un que chez moi, je ne meurs pas de faim, quoi. Donc, c'est un peu ça. Donc, j'ai préféré vraiment mettre ma tête sur l'école au pays tout en essayant de suivre mon rêve qui est d'arriver en Europe et de fréquenter et de voir comment ça se passe. Ok, je tiens à faire une précision, mais avant d'aller sur... Je vais te dire qu'il y a une question qui t'attend, donc prépare-toi. Il y a une bonne question là. Je vais te la présenter dans quelques secondes. Mais par rapport à ce que tu dis, je tiens à dire quand même quelque chose, c'est que effectivement, tu as totalement raison. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui, dans une espèce de promesse entre guillemets parentale, bon, vont complètement focus voyage, c'est vrai, tu vois, et qui après vont se retrouver 1 an, 2 ans après sans école au Cameroun et sans voyage. Et du coup, ils sont un peu perdus, ils ne savent plus s'ils vont reprendre les études ou pas. Parfois, c'est un gros cafouillage. Mais c'est pas pour autant qu'on va prendre, qu'on va dire que parce qu'ils ont fait ça, ils sont ci ou ils sont ça. Parce qu'il y a aussi un autre deuxième point de vue. Toi, par exemple, tu es allé en Belgique. En Belgique, on parle français. C'est très bien. Mais si quelqu'un va, par exemple, en Allemagne et que lui, il veut aller en Allemagne et qu'il se donne les moyens, qu'il se met à apprendre l'allemand, ça devient rapidement compliqué d'apprendre l'allemand et d'aller à la fac en parallèle parce que ça devient très compliqué. Et finalement, à la fin, tu n'auras ni la langue ni la fac. Donc, moi, je pense qu'il faut vraiment mesurer sa capacité. Je prends un exemple. Voilà. Par exemple, il y a un cas de figure qui est très simple. C'est comme c'est, par exemple, que pour aller en Allemagne, généralement, je veux pas dire tout le monde, mais généralement, ils prennent l'excellence, entre guillemets. Si tu as 12 au bac C, par exemple, ou 14 au bac A, j'en sais rien, mais si tu as 12 au bac C, tu sais que l'Allemagne, tu as des chances d'avoir ton visa. Là, tu te focuses vraiment sur la langue, tu te donnes les meilleurs de toi. Quand tu as ton B2, tu voyages, voilà, par exemple. Mais si tu vas en France, en Belgique, ou au Canada francophone, par exemple, dans les pays où tu sais que linguistiquement, tu n'as plus de soucis, alors je pense qu'à ce niveau-là, tu pourrais t'inscrire à la fac et en parallèle, fais ta préparation de voyage. Donc, faudrait pas qu'on associe tous ces cas de figure-là. C'est juste ça que je voulais préciser, voilà. Mais attention, et mesurer bien la portée de son projet, tout simplement. Il faut vraiment mesurer la portée de son projet. Maintenant, voilà la question. Ok. Bon, je lis à haute voix alors. Ou bien, j'ai lu dans ma tête, mais je sais pas si... Pourquoi ne rentres-tu pas exercer au Cameroun? Il voudrait une réponse sincère, histoire de faire comprendre à certains jeunes. Alors, avant même que tu ne répondes, je tiens à préciser un truc, c'est que tu es encore en parcours d'études, et cette question allait arriver de toute façon, mais tu es en parcours d'études maintenant. Mais essaye de conjuguer sa question au futur,
de dire que après tes études, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu prévois rentrer exercer au Cameroun ou pas? Si oui, et donner un point de vue qui vient vraiment de toi et non une question de politique. Voilà, c'est un peu ça. Je brosser la réponse. Là. Bon, je peux pas rentrer au Cameroun actuellement parce que j'ai pas encore terminé mes études. Ce pourquoi je suis venue, j'ai pas encore atteint mon but. Donc, mes parents m'attendent avec un gros diplôme au pays, hein, donc je peux pas rentrer comme ça. Et deuxièmement, bien sûr que j'ai envie de rentrer dans mon pays pour travailler et aider les autres. C'est ça ma motivation personnelle. Je suis pas contente quand, par exemple, je reste là et on dit qu'il y a un manque de personnel dans mon pays et tout. Pour moi, c'est aussi important d'aller ailleurs, voir comment ça se passe, acquérir des connaissances et compétences et rentrer au pays pour aider les autres. C'est vrai que au pays, contrairement à ici, le salaire est souvent dérisoire. Ça, c'est vrai. Mais pour une personne qui aime ce qu'il fait et qui a des connaissances, tu n'es pas forcément... Le problème avec nous, c'est que quand on finit les études, on aimerait peut-être être salarié ou bien être fonctionnaire. Or, il faut voir la chose différemment. Tu peux te dire, je finis ma formation ici et puis je pars lancer quelque chose au Cameroun dans ma profession, dans ce dans quoi je me suis formée pour aider les autres, pour créer l'emploi et pour développer mon pays. C'est une idée. Donc, pas forcément rentrer en tant que salarié, mais rentrer en tant qu'investisseur, en tant qu'apporteur de projet. C'est un peu ça ma logique. Du genre, tu as la chance d'être allé à l'extérieur et d'avoir touché du doigt beaucoup de choses. Maintenant, ne garde pas ça pour toi seul. C'est vrai que c'est pas évident peut-être de créer une entreprise ou bien il y a beaucoup de choses qui tournent autour, mais quand tu veux, tu peux. Quand tu as vraiment l'envie de quelque chose, les autres ont réussi, pourquoi pas toi? Donc, présentement, je peux pas encore rentrer au pays parce que j'ai pas encore eu le diplôme, mais j'aimerais bien rentrer quand j'ai terminé mes études. D'accord. Ok. Non, c'est une bonne chose. Hein. Je pense que, en tout cas, moi, c'est une idée que, moi, inutile de me poser la question parce que je m'imagine plus au Cameroun qu'ailleurs. D'ailleurs, c'est on est mieux chez soi. On est mieux chez soi. Donc voilà. Pas seulement qu'on est mieux que chez soi, c'est que j'ai au fond de moi ce qu'on appelle entre guillemets une orgueil identitaire. Une orgueil identitaire dans le sens où je vis à un endroit où tout est fait. Et moi, je parle où rien n'est fait. Voilà. Donc, je pense que moi, j'ai fait mécanique au Cameroun et j'ai fait mécanique en France. Quand je regarde les deux, bon, hein, mais c'est dit, voilà, clairement. Donc, c'est très, très sauvage. Non, mais vraiment, c'est pas terrible. Et moi, je pense que tous ceux qui sont en Europe devraient au moins apporter une part, du moins une quote-part de leur savoir-faire. Mais attention, encore une fois de plus, rentrer au Cameroun, c'est tout un tas de choses. Je veux dire, il y a des gens qui ne diront jamais ça en ligne, hein, de dire que il y a des gens en Europe qui ne vont jamais rentrer et qui ne pensent même pas rentrer, non pas parce qu'ils n'aiment pas leur pays, mais parce que il y a ce qu'on appelle l'orgueil de l'Européen, parce qu'il a déjà entre guillemets vendu une certaine image. Et quand on rentre au Cameroun, un certain voilà. Et puis quand on rentre au Cameroun, il perdrait cela. Parce qu'au quotidien, on verra réellement sa réalité. Parce que même en Europe, c'est très dur en Europe, contrairement à ce que la télé montre, contrairement à ce qu'on voit dans les médias, contrairement à ce que les gens voient partout. C'est très dur. Je veux dire, tout ce qu'on voit là, c'est de l'utopie, en fait. C'est faux. Donc, c'est superflu. On montre juste la bonne partie du livre, on montre pas aussi le revers du quoi. Je me rappelle quand je suis arrivée en Europe, à peine un mois, je voulais rentrer au pays, hein. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous ici? Je veux rentrer dans mon pays. Moralement, c'était difficile. Tu te heurtes vraiment à beaucoup de problèmes auxquels tu n'avais jamais imaginé, quoi. Vraiment, tu te demandes ce que tu fous là. Tu es vraiment... C'est difficile émotionnellement pour une personne de quitter carrément son pays pour aller ailleurs, de te heurter à de nouvelles habitudes, à de nouvelles façons de faire. Ce n'est pas évident. Et aussi, il y a des réalités que peut-être beaucoup de gens ne diront pas à nos frères et sœurs qui sont restés en Afrique, peut-être par honte ou bien... Mais moi, je le dis à ma famille, hein, je ne mange pas mes mots. Moi, je leur dis clairement que je suis pas venue ici, ou bien je suis pas ici où tout est facile.
autant c'est dur au pays, autant c'est dur ici, mais peut-être de manière différente, mais c'est très difficile aussi ici. C'est pas Bien évident. sûr. Même il y a des gens qui arrivent ici qui ne s'en sortent jamais, qui tournent et tournent et tournent en rond, mais ils finissent par rester comme ça sans vraiment évoluer. Donc, c'est pas évident. D'accord. J'ai une question pour toi et après je rebondirai sur un truc par rapport à un truc que tu as dit d'ailleurs. Bon, je reviens sur la question déjà. Ok. Selon moi, tu t'es fixé sur 40% de social, 60% d'économie en termes de réponse. Mais j'aurais préféré que tu parles aussi de politique pour dire que rien ne permet facilement l'ouverture d'emploi. Ah, bon, ok. Réflexion, penser retourner les premiers jours. Oui, ça c'est totalement vrai. Ça c'est totalement vrai. La plupart des gens qui arrivent en Europe veulent très vite rentrer. Alors, Oui, pour très bien. Silver, excuse-moi, hein, pour Silver, effectivement, ce que tu dis, c'est vrai que la politique, malheureusement, c'est ce que c'est, mais c'est un sujet qui est très complexe et qui est d'un type d'engrenage qui est sans fin. Moi, le but, c'est Ouais. pas ici moi, la De politique, parler politique ou bien de dire tel a fait ci, tel n'a pas fait ça et tout. ça, Ouais. pour moi, je veux dire, c'est pas un sujet prioritaire. Moi, j'ai envie de faire un débat intellectuel. J'ai envie d'essayer de répondre à des problématiques ponctuelles et j'aimerais que chaque Camerounais à l'échelle individuelle apporte quelque chose. Après, on verra ce qu'ils font les politiques. C'est pas grave. Après, quand on dit peut-être il y a ci, il y a ça, mais qu'est-ce que toi-même tu as apporté de plus à ton pays? Pour moi, c'est ma première question en fait. Je me dis oui, c'est bien beau de vouloir jeter la pierre sur les autres, bien de vouloir dire celui-ci n'a pas fait ci, celui-ci ne fait rien ou bien machin et tout. Mais moi, en tant que Camerounaise, qu'est-ce que j'ai aussi fait pour aider les autres ou bien qu'est-ce que j'ai apporté de plus à mon pays depuis que je suis là, depuis que je suis née en fait. Pour moi, c'est ça ma question principale. Bon, Exactement. je ne veux pas voir ce que l'autre fait. Moi, ça m'intéresse pas. Même à un moment donné, c'est vrai que c'est compliqué peut-être avec bref, la politique du pays et tout. C'est pas évident comme dans beaucoup de pays à l'écran, beaucoup de pays en Afrique qui rencontrent pratiquement les mêmes problèmes que le Cameroun. Mais c'est pas pour autant que la population doit dormir sur ses lauriers et attendre tout du gouvernement. Le gouvernement a une dette envers nous, c'est vrai, mais nous aussi, disons-nous qu'on a une dette envers notre pays. Ok. Chacun fait sa part, puis bon. Parlant de ça, justement, j'allais arriver parce que de toute façon, c'est une question qui est là, qui attendait depuis que tu en arrives. Ok. Tout à l'heure, tu nous as dit que quand vous avez fini votre parcours de médecine, il y en a certains qui ont fait qui préparaient les concours et tout. L'intégration, oui. Exactement. Moi, de mon recul, hein, je ne connais peut-être pas beaucoup le domaine, ou peut-être je connais mal le domaine. J'ai envie que tu nous éclaircisses un peu. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que tout ce qui est formation infirmière, formation d'enseignant, formation de médecin, quand ils finissent leur parcours, ils sont directement redirigés vers tout ce qui est concours vers l'intégration. Pourquoi est-ce que l'État doit être le patron de tout le monde? Pourquoi il n'y a pas, est-ce qu'il n'y a pas un autre schéma d'approche? Est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de penser la situation ou pas? Parce que j'ai l'impression qu'il y a des concours d'intégration dès qu'on a son diplôme, entre guillemets, d'État. Enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas? Je vois très bien ce que tu dis et c'est vraiment pertinent. Bon, moi, je me dis déjà, la plupart des Africains pensent que être fonctionnaire, c'est le boulot le plus super au monde. C'est quand je suis arrivée en Europe que j'ai compris que mais rares sont ceux qui veulent être fonctionnaires en Europe. Hein. Eux, ils n'attendent pas que ce soit le gouvernement qui fasse tout pour eux. Ils cherchent plutôt à créer, à être leur propre patron. C'est vraiment une façon de penser que j'ai appris ici. Au Cameroun, même avant de quitter du pays, je voulais être fonctionnaire, je voulais avoir l'intégration et voilà, travailler dans la fonction publique. C'était vraiment ça mon rêve. Mais c'est vraiment ici que j'ai compris que mais non. Pourquoi attendre avoir peut-être les miettes du gouvernement alors que toi, tu peux créer et avoir plus que ça. En fait, c'est ça. Donc, c'est d'abord un des problèmes que les Africains, que nous les Africains, nous avons. Quand on finit, on pense que c'est toujours le gouvernement qui doit nous donner du travail. Or, c'est pas pareil à l'étranger. À l'étranger, la plupart des emplois, c'est pas le gouvernement qui les donne. Les gens ne veulent, il y a des gens qui ne veulent même pas entendre parler d'un boulot de fonctionnaire.
qui disent que non, je préfère sortir, je me cherche, je monte une entreprise et je fais quelque chose, quoi. Bon, il y a plusieurs trucs qui tournent aussi autour. Peut-être l'envie ou bien la volonté. Bref, il y a beaucoup de paramètres pour devenir auto-entrepreneur. Donc, il ne faut pas seulement se caler dessus. Il y a beaucoup de critères. Donc, et c'est pas évident. Ok. Justement, aujourd'hui, on parle d'infirmiers et tout. Et je sais que, par exemple, j'ai un ami en Italie qui, lui, est infirmier indépendant et qui a ses patients, qu'il suit et tout. Il arrive à gagner sa vie comme ça. Il se fait pas mal d'argent, en tout cas. Est-ce que tu penses que c'est un concept qui est faisable en Afrique? Sinon, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est infirmier qu'est-ce qu'on peut faire quand on obtient son diplôme d'infirmier au Cameroun, autre que aller travailler dans le public, par exemple? Qu'est-ce qu'on peut faire? Pour moi, être infirmier indépendant, c'est un concept qu'on peut très bien lancer au Cameroun. Déjà, c'est pas impossible, c'est faisable. Les étudiants en ont besoin. Il y a des exemples très palpables du genre. Il y a des infirmières qui sortent, mais qui ouvrent plutôt les petits kiosques. Je sais pas si tu connais elles ouvrent des petits kiosques au quartier, là, et puis elles font leurs petits soins. Bon, moi, je me dis, c'est une façon d'être infirmière indépendante, mais à notre niveau, quoi. Okay. Parce que elle peut peut-être se retrouver chez elle et puis elle met la infirmière à domicile, des trucs, bon. Déjà, si peut-être un petit enfant se blesse ou bien s'il a un truc vraiment, les actes infirmiers les plus banals qu'elle puisse le faire. Mais c'est pas non plus évident, peut-être parce que la rentabilité, c'est pas tous les jours que tu auras des patients. D'autres font à ça et puis elle ajoute encore la vente de médicaments. Bon. Ça encore, c'est un autre problème parce qu'en temps normal, ça se fait pas. Mais avec les réalités du terrain, il y a beaucoup de choses auxquelles on est confronté et à un moment donné, je te dis, mais comment je fais pour survivre? Comment je fais pour vivre? Mais le concept d'infirmière indépendante, c'est un concept qu'on peut bien lancer au Cameroun, mais il faut vraiment travailler la chose et voir tous les contours en fonction de la zone, en fonction du pays, quoi. Ce sera pas pareil qu'en Europe, mais c'est possible de le faire. D'accord, ok. Je l'entends bien, hein. Personnellement, j'ai du mal, entre guillemets, pour l'instant. Il est possible qu'on puisse le faire, tu vois, un peu. Encore faudrait-il que les gens comprennent le concept, entre guillemets, de suivi continuel de la santé, entre guillemets. Ça, c'est une possibilité. Mais moi, par exemple, je pense que le fait aussi que les gens fassent énormément de concours, c'est parce que, conceptuellement, ils savent que, par exemple, la notion de protection de contrat au Cameroun, c'est compliqué. Donc, ça veut dire que si on a un contrat dans le privé, du jour au lendemain, ça peut sauter, alors que dans l'État, c'est garanti beaucoup plus longtemps. C'est sûr, oui. Cette notion de sécurité, là, déjà, ça compte beaucoup là-dedans, je pense. Et aussi, il y a aussi la notion d'impunité qui joue beaucoup, par exemple, au Cameroun, dans le sens où, apparemment, à ce qu'on entend, c'est que, par exemple, je prends le cas des enseignants parce que je le connais bien, c'est qu'il y a des enseignants qui sont enrichis au gouvernement camerounais, par exemple, mais qui vivent en Europe et qui ont leur salaire qui passe tous les mois. Donc, non mais, totalement, il y a des cas de figure comme ça. Donc, ce qui fait que les gens, en entrant dans la fonction publique, finalement, se protègent, entre guillemets, de dire que de toute façon, on a un revenu qui va tomber, voilà. C'est un peu ça, tout cet écosystème-là. Et aussi la précarité. Maintenant, allons un peu en avant. Comment est-ce que tu vois le métier d'infirmier dans 5-10 ans? Dans 5-10 ans. Où déjà? Au Cameroun? Commençons en Belgique. Après, on essaiera de voir au Cameroun. Commençons en Belgique. Comme tu l'as dit précédemment, presque tout a déjà été fait en Europe, hein. Donc, je sais pas, peut-être il y aura de nouveaux trucs qui vont sortir, mais franchement, ce sera peut-être pas aussi poignant qu'en Afrique. Par exemple, en Belgique, il y a des infirmières indépendantes. Il y en a aussi qui sont en maison de repos ou bien dans les hôpitaux privés ou publics. Donc, tout ça a déjà été fait. Mais ce sont des choses que c'est pratiquement inexistant chez nous. Par exemple, les maisons de repos.
Je ne sais pas si ça existe au pays. Hein. En tout cas, moi, je ne sais pas. Encore une fois, je pense que moi, personnellement, je ne ferais pas le lien entre maison de repos et l'infirmerie dans le contexte camerounais. Parce qu'en fait, si tu veux, par exemple, en Europe, quand tu prends de l'âge, tu es presque un problème, entre guillemets. Parce qu'ils ont voilà, un poids pour la famille. Alors qu'en Afrique, quand tu prends de l'âge, ben, tu es plutôt une valeur respectée, tu es plutôt la personne vers qui on vient se ressourcer. Donc rien qu'à cause de ça, même si on ouvre une maison de retraite aujourd'hui, on aura très peu de patients, entre guillemets, parce que la valeur familiale... Ça peut forcément pas être une maison de retraite, mais du genre venir faire des soins à domicile aux patients. C'est pas toutes les personnes âgées en Europe qui sont dans la maison de retraite. Il y a plusieurs qui sont chez eux, mais les aides-soignants ou infirmières viennent à la maison pour faire les soins, pour les laver ou bien pour les nourrir et autres, pour faire les soins sur personnes âgées, quoi. Donc, c'est pas forcément ça qui fait que on ne puisse pas prendre soin des personnes âgées. Certaines personnes, il y a certaines familles qui ont des parents âgés et qui sont bien aisés, mais qui cherchent des petites filles au village qui n'ont peut-être aucune qualification pour venir rester avec leurs parents. D'accord. Donc, c'est un exemple. Donc, c'est pas forcément que tu mettes ton parent en maison de repos au pays, mais il y a une autre approche une autre vision, en fait. Oui, ok, je vois ce que tu veux dire totalement. Et là-dessus, tu as totalement raison. Là-dessus, tu as totalement raison parce qu'effectivement, on pourrait approcher sous cet angle-là, en tout cas. Maintenant, on approche déjà vers la fin de notre thème, hein, mais j'ai une question qui me gratouille encore. Dernièrement, on commence à remarquer certaines choses, c'est que, par exemple, les chirurgiens aujourd'hui sont assistés par des robots dans leurs opérations. Il y a même, si je dis pas de bêtises, un Béninois qui a créé un robot qui permet d'opérer le cerveau plus rapidement qu'un humain, qui, certes, il n'est pas encore totalement autonome, mais on voit que de plus en plus, la technologie, le numérique est en train de prendre une bonne quote-part dans l'écosystème médical. Est-ce que tu penses que, avec l'arrivée de la robotique et tout, le métier d'infirmier est menacé ou pas? Sincèrement, je pense pas que ce soit un métier menacé. Sincèrement, même si c'est que le métier d'infirmier disparaît, c'est pas demain. C'est pas demain. Et je pense même pas que ça va disparaître parce qu'il y a vraiment beaucoup de spécificités liées à l'infirmière. Encore, même si le robot te fait plusieurs actes et tout, mais il y a aussi le caractère humain dans les soins. Il y a bref, c'est vraiment le caractère humain en fait pour les soins. Ce ne sera pas vraiment juste de laisser nos proches ou bien nos patients être assistés par des robots du début jusqu'à la fin. Ça finalement, c'est qu'on n'est plus humain. Donc, moi, je me dis, pour des professions aussi, on peut dire, aussi sociales, si on peut dire ça comme ça, il faut quand même un peu garder le côté humain de la chose. Même si c'est que de plus en plus, on aura des robots dans nos hôpitaux dans quelques années, mais ne pas abolir une profession comme ça complètement, quoi. Oui, bon, je comprends totalement ton point de vue. Je l'ai aussi ce point de vue, hein. Mais malheureusement, en fait, si tu veux, dans le système capitaliste en tout cas, ce point de vue-là, il ne compte pas. Ça ne compte pas. Pas du tout parce que malheureusement, eux, ils ont envie de faire du chiffre, ils ont besoin de faire du chiffre parce que les actionnaires doivent toucher leur argent. Et le robot, il tombe pas malade, il travaille 24 sur 24, il ne se plaint pas. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Si c'est le cas, il y a beaucoup de professions qui vont disparaître. Bon, c'est pas seulement la profession d'infirmière, il y aura beaucoup de professions et ça fera peut-être beaucoup de problèmes à ceux qui n'auront plus de boulot. Mais bon, ça vraiment, c'est dans un avenir, j'espère, très, très lointain. D'accord. Alors, on vient d'avoir une précision, j'espère que tu le vois là. Au Cameroun, nous avons également des maisons de retraite et c'est vrai, c'est pas encore très populaire. Ah, ok. Merci pour la précision. Personnellement, je ne savais pas. Donc, voilà, comme quoi on ne sait pas tout. J'ai pas regardé mes maisons de retraite. Je ne savais pas. Merci pour la précision. Là, c'est déjà un pas.
Alors, c'est pas possible. Le médecin peut être remplacé car il est plus technique, mais pas la charmante. Ok, j'étais en train de lire, je dis ok, bon, bah, écoute. D'accord. Donc, c'est un peu. Mais c'est aussi bien. Ok, voilà, tu vois. Non, mais parce que c'est une vraie question. Hein. On en rigole, mais c'est une vraie question parce que en Chine, par exemple, pour des professions d'infirmières, tout ce qui est l'accompagnement des patients pour l'accompagnement des patients dans tout ce qui est, par exemple, marche et tout, se déplacer, se divertir, raconter des histoires, les robots les font déjà. Je veux dire, les robots les font déjà. Aujourd'hui, les robots ne savent peut-être pas encore chercher la veine, mais qui sait quand ça va arriver. Donc, ouais, ça c'est vrai aussi par contre. Le robot peut bugger lors de l'opération. C'est vrai aussi, c'est des problématiques à prendre en compte, c'est vrai. Et il y a aussi malheureusement la sécurité informatique. Mais aujourd'hui, on est en train d'avancer, et ce sont des problématiques qu'on se pose. Par exemple, dans le milieu industriel, ben, on est tellement avancé que finalement, on ne se pose même plus cette question-là. Aujourd'hui, c'est robot égale optimisation égale à gain de productivité, tout simplement. C'est clair et net. Mais dans la santé, on sait que ça va arriver. Je veux dire, le gars qui a créé le robot qui s'appelle Rosa, vous pouvez aller chercher, hein, c'était un Toulousain. Il a obtenu son diplôme à Toulouse et il est allé aux États-Unis. Pardon. Il a été félicité, il a été 4e entrepreneur de l'année, derrière Zuckerberg, Steve Jobs et un Anglais. Donc, si on en félicite des trucs comme ça veut dire que quelque part... Voilà. Donc, c'est un peu ça, quoi. Je veux dire, c'est un point de vue qui compte dans ce domaine-là aujourd'hui. Maintenant, si on te recule de 1 an, on va dire, de 2 jours après ton bac, est-ce que tu referais le même parcours? Ça, c'est une question que je me pose beaucoup sur vraiment bref, pas sur toute ma vie, mais vraiment sur chacun des choix que j'ai eu à faire dans ma vie. Souvent, je suis tentée de dire non, j'aurais pas fait les mêmes choix, mais je me demande si je serais où je suis présentement si je changeais mes choix. Donc, personnellement, je referais les mêmes choix en espérant avoir toujours le même rendu. Parce qu'en changeant, peut-être, ça peut être mieux, tout comme ça peut être pire. Donc, je préfère dire que je ferai les mêmes choix. C'est plus de la peur, là, finalement. C'est la peur de l'inconnu, là, alors. Non, c'est pas vraiment la peur de l'inconnu, mais juste parce que ma vie et là où je suis en train d'aller, ça me satisfait pour l'instant. Donc, je ne regrette rien. Même si j'ai fait des erreurs ou bien j'ai eu des petits problèmes dans le passé, comme tout le monde. Mais en gros, je ne regrette pas mes choix parce que chacun de mes choix m'ont aidé d'une façon ou d'une autre à prendre une direction, quoi. Ok. Maintenant, j'aimerais que tu donnes quelques petites astuces quand même à ceux qui nous regardent depuis tout à l'heure. Non, d'abord, on va commencer par est-ce que la Belgique était un bon plan pour poursuivre ses études quand on est au Cameroun? Oui, la Belgique est un bon plan. Pourquoi? Pourquoi? Parce que déjà, comme tu l'as dit, il n'y a pas le problème de langue. Donc, ça facilite quand même l'adaptation. Et aussi parce que, bon, comme beaucoup de pays en Europe, peut-être, la formation est bien. Donc, il y a de bonnes écoles réputées et tout, donc ça va. Pour moi, vraiment, la Belgique a été le premier choix par rapport à la langue et aussi, comme je l'ai dit, parce que j'avais des connaissances, bon, bref, des gens que je connaissais, des amis déjà. Donc, on ne choisit pas seulement où on part par rapport à ça, mais ça compte quand même. Ah, ça compte fortement. Ça compte fortement, même surtout dans le cadre européen. Donc là, j'ai une question pour toi, avant que je pose l'avant-dernière en tout cas. Oui. Penses-tu faire une spécialisation? Si oui, laquelle? Bon, là, je ne m'y connais pas. C'est entre vous, infirmiers, hein, vous faites votre débat. Et... Bon, c'est vrai que je veux faire une spécialisation, oui, et j'aimerais bien en pédiatrie. Ouais. En pédiatrie. C'est mon souhait. D'accord. Ah, pardon. D'abord celle-ci. Martine précise aussi qu'il flop des jobs étudiants. Ah, d'accord. Ok. Ça, c'est vrai.
Oui, Mon c'est vrai, cerveau, c'est vrai, c'est vrai. mon J'ai cerveau, peut-être là, c'est en français, Patrick. oui, parce que Patrick, c'est vrai. Il y Patrick, a c'est en flop Belgique. de jobs étudiants, mais il faut aussi savoir les chercher. Parce qu'en tant que nouveau étudiant, c'est pas souvent facile d'avoir une chance. Moi, par exemple, j'ai beaucoup galéré ma première année pour avoir des jobs. Peut-être parce que j'étais une fille, je sais pas pourquoi, mais bon, j'ai vraiment beaucoup galéré pour avoir des jobs. Il y a flop de jobs, mais on ne te prend pas facilement aussi, hein. Faut pas faire miroiter des choses aux gens qui vont venir, s'ils vont faire un an sans bosser en tant qu'étudiant, ils vont se mettre à dire que non, la seule avait menti. Donc, il y a les jobs, c'est vrai, mais c'est pas aussi facile qu'on te prenne. Moi, personnellement, les jobs n'étaient pas faciles pour moi. J'ai beaucoup cherché. Donc, ma première année était vraiment le parcours du combattant. Pour une Oui, personne peut-être qui vient et qui peut-être va habiter seule et qu'il faut qu'il travaille. Si c'était mon cas, franchement, je sais pas où je serais, hein. Heureusement, bref, ma première année, je ne louais pas, heureusement. Sinon, ça allait être très compliqué. C'est à partir de ma deuxième année que je me suis pris un petit appartement. Même jusque-là, c'était pas évident de joindre les deux bouts parce qu'en même temps, il faut étudier, en même temps, il faut courir derrière les petits boulots de week-end et autres. Donc, c'est pas facile, mais il y a les jobs, c'est vrai. Tu cherches bien, tu trouves, mais vraiment, il faut beaucoup chercher. je cherche à y trouver. D'accord. Ok. Et est-ce que c'est compliqué d'aller étudier en Belgique? Je veux dire, est-ce qu'il y a des critères déjà définis que si tu as 22 au bac et tu as une tête de chinois, c'est bon? Non, j'abuse vraiment. Là, vraiment, je me la raconte parce que c'est la fin, on doit rigoler, c'est important. Non, mais je veux dire, est-ce qu'il y a un prototype, est-ce qu'il y a un cahier de charge que quand tu remplis, c'est bon? Non, il n'y a pas de cahier de charge. Comme je l'ai dit, le visa, c'est pas un truc que quand tu fais, tu es sûr que tu vas l'avoir. Il n'y a pas de prototype, mais vraiment pour un étudiant qui a de bonnes notes, il est déjà quand même bien lancé. Qu'il a de bonnes notes au bac et que peut-être à l'université, il a aussi de bonnes notes. C'est déjà très bien parti pour lui. Moi, c'est peut-être la chance que j'ai eue parce que à l'université, en soins infirmiers, j'avais de très bonnes notes. Donc, ça m'a peut-être aidé aussi à avoir le visa, mais il faut vraiment avoir de bonnes notes, ce qui fait que ton dossier est peut-être privilégié, quoi. D'accord. Donc, si tu as des bonnes notes à l'école et tout, c'est, Oui, j'ai pas si les, tu as de bonnes notes, ça t'aide quand même ouais, dans ta procédure, ça tu as t'aide. plus de chance en tout cas d'être pris et tout. Exactement. Ça ne garantit pas forcément que tu es prise, mais au moins, ça met beaucoup de chance de ton côté. D'accord. Je suppose qu'en Belgique, il y a aussi la caution comme dans pas mal de pays. Bon, en Belgique, c'est beaucoup plus le système de garant. Je sais qu'en France, c'est la caution, mais en Belgique, c'est beaucoup plus le système de garant. D'accord. Donc, s'il y Ça, a quelqu'un en fait qui signe ta charge, c'est bon. oui, c'est facile, oui. Mais c'est pas que c'est bon que tu auras le visa, hein. Mais pour faire la procédure de demande de visa, il te faut un garant. Mais maintenant, pour être garant, il y a aussi des revenus. Il y a certains revenus que ton garant doit avoir pour pouvoir te prendre en charge. Oui, en gros, pour pouvoir prouver devant l'État qu'il est capable d'assumer en fait une nouvelle personne entre guillemets. Exactement. Ok. Et il y a une chose sur laquelle on n'a pas parlé. Oui. Un infirmier au Cameroun, ça gagne bien sa vie ou pas? Euh, Étant ici, je peux dire qu'un infirmier au Cameroun ne gagne peut-être pas grand-chose comparé à ce qu'un infirmier gagne ici. Ça, c'est d'un. Mais il s'en sort quand même. Faut pas non plus peindre tout en noir et faire croire à ceux qui sont au pays que ça en vaut pas la peine. Il s'en sort quand même, même si le salaire n'est pas pareil qu'un infirmier en Europe. Un infirmier au pays, il s'en sort quand même. Il n'est peut-être pas multimilliardaire, mais il ne meurt pas de faim. Ok. En Donc, gros, oui. un infirmier au Cameroun, grosso modo, par rapport à la valeur monétaire au Cameroun et par rapport euh, à la vie, au coût de la vie, il s'en sort. Il s'en Ok. sort, ouais. D'accord. En Et, moyenne, en moyenne. ok. Et en Belgique? En Belgique aussi, je peux pas dire que l'infirmier est super riche. Si on veut de Voilà. l'argent, c'est pas dans la santé qu'on va travailler. Le salaire n'est peut-être pas, pardon. Je disais juste que Le si on salaire veut n'est gagner de l'argent, c'est pas n'est dans pas la le santé. plus énorme. Même dans la santé, c'est pas le salaire le plus énorme en Europe, hein. En tant Bien sûr, bien qu'infirmier, sûr.
Oui, pour la charge de travail, le salaire d'infirmier n'est pas vraiment, n'est pas énorme, mais ça, on peut quand même dire oui. On accepte le salaire. Il n'est pas énorme, mais Alors, par rapport à ça, je tiens à préciser un truc, c'est que si on veut faire de l'argent, pour moi, en dehors d'être chirurgien plastique, il n'y a pas d'argent dans la santé. Non, mais je le dis, je le pense. Il y a plusieurs autres professions qui font avoir plus d'argent que dans la santé. Donc, ça, si vraiment vous voulez être millionnaire, ne venez pas. Ok, là, il y a une question. Est-ce qu'avec une licence en sciences infirmières obtenue au Cameroun, il est possible de faire une spécialisation en Belgique? Non. Elle est assez précise, la question. C'est pas possible. C'est pas possible parce qu'avec ton diplôme, avec ta licence en soins infirmiers, quand tu vas faire l'équivalence, tu seras au niveau d'aide-soignant en Belgique. Donc, le diplôme n'est pas équivalent directement, ce qui fait que tu peux pas avoir une spécialisation. Donc, si tu fais tes papiers, même ta demande de visa avec ton diplôme d'infirmière, tu n'entreras pas sur le territoire en tant que, bon, bref, pour faire une spécialisation. D'accord. Et par rapport à ça aussi, je tiens à préciser un truc, c'est que je connais une fille qui est venue du Cameroun, qui était médecin au Cameroun et qui est arrivée en France. Elle ne pouvait pas exercer. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle s'est réorientée en délégué médical. Je ne connais pas toujours en médecine, mais elle s'est orientée en délégué médical afin de pouvoir s'intégrer au système. Mais en tant que médecin, elle ne pouvait pas directement exercer ici, en tout cas. Voilà. Alors, je tiens à afficher deux messages. Un message là déjà qui est d'une précision. En gros, qui dit grosso modo que il n'y a pas de grosse barrière à l'entrée en Belgique, en gros, littéralement. Ouais. Voilà, grosso modo, c'est ça. Alors, quoi? Vous n'êtes pas assez payé les infirmières, quel que soit le pays. Vous faites. Samuel. Oui, c'est vrai, mais comme on l'a dit plus tôt, on ne fait pas dans la santé pour l'argent, en fait. C'est pas un boulot que tu vas faire parce que tu veux gagner gros. En fait, c'est ça. C'est vrai que comparé à ce qu'on apporte aux patients et à nos différentes tâches, le salaire est vraiment ingrat, comme dans tous les pays, mais franchement, on n'entre pas dans la santé parce qu'on veut avoir beaucoup d'argent. D'accord. Bon, maintenant, je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à leur dire. Et si vous avez un petit élément à rajouter, vous pouvez venir directement le dire parce que là, on a fait le tour et on va bientôt s'arrêter. Dans 5 minutes à peu près, on aura fini. Maintenant, est-ce que tu conseillerais à quelqu'un de faire, par exemple, l'infirmerie? Au pays, oui, il faut tout préciser parce que là, comment parler de deux. Appelons le cas du Cameroun déjà. Est-ce que tu conseillerais à quelqu'un de faire infirmier au Cameroun, par exemple? Oui. Pourquoi? Moi, je conseillerais à quelqu'un de faire infirmier au pays. Maintenant, on ne fait pas une profession pour faire le métier d'infirmier, il faut déjà aimer la profession. On voit beaucoup d'infirmières qui sont vraiment très agréables avec les patients. Tu te demandes même où est-ce qu'elle a fait la formation. Parce que au départ, peut-être il n'y a pas l'amour de la profession, bien l'amour pour exercer. Donc, c'est pas une profession où tu vas aller faire pour faire bien, pour faire plaisir. Il faut déjà vouloir quand même le faire. Mais pour une personne qui déjà veut et qui me demande un conseil, je vais dire non, vas-y, c'est une bonne formation. C'est une formation à vie, en fait. C'est une formation une formation que tu fais, même tes propres enfants, tu peux aider ta famille, tu peux aider tes proches déjà. Comme nos professeurs disaient, si vous voulez, vous ne fréquentez pas bien, si vous voulez, vous n'étudiez pas bien, parce que les premières personnes que vous allez tuer, ce sont vos enfants et vos proches. Donc, une façon de nous mettre un peu la pression, quoi. Que d'abord, vous apprenez pour vous-même et pour vos enfants. C'est pas forcément pour vos patients, parce que vos patients seront vos enfants, vos époux, vos femmes et vos parents, quoi. Donc, c'est une profession vraiment que c'est à vie, quoi. C'est pas un truc qui finit. Et justement, par rapport à ça, j'ai une anecdote. Hein. Cet été, je suis allé en Italie et comme je disais au début, j'ai un ami qui est infirmier. Je suis allé en Italie, à Bologne, et on est sorti, comme on fait souvent. J'étais avec un ami qui est infirmier, justement. Et on avait quelqu'un, en fait, qui faisait une overdose. Et on a commencé à paniquer tous. Et là, je vois mon ami courir à distance, qui vient, il commence il le tourne, il fait des trucs bizarres. Et après, le gars, il se lève, il commence à parler comme ça. Et là, on croyait que c'était de la magie, tu vois ce que je veux dire? Donc, tu sens que le gars, non seulement il connaît, mais il aime son métier. Enfin,
à aucun moment, il n'a hésité. À aucun moment. Et là, tout le monde était comme ça. On ne savait pas quoi dire. Donc, pour ça, il faut être passionné, effectivement. Et en Belgique, du coup, est-ce que tu conseillerais de le faire? En Belgique aussi, je conseillerais de le faire pour les mêmes raisons que je viens de citer par rapport au pays. Donc, okay. Oui, je conseillerais de le faire. D'accord. Ok. Et bon, je pense qu'on a fait le tour, hein, grosso modo. Je ne sais pas si tu as un mot à rajouter pour la fin par rapport à ton métier. Et je tiens à préciser que aujourd'hui, on a parlé de ton métier, parce que dans les premières vidéos, on essaye toujours de faire vraiment le tour sur ton métier. Peut-être que la prochaine fois, on parlera de la médecine au Cameroun en général et de bien d'autres sujets. Mais donc, progressivement, on parlera un peu comme ça de d'autres sujets, ainsi de suite. Parce que l'idée, c'est que dans à peu près, on va dire, dans 2 semaines, on travaillera sur des lives, dont un live le mercredi soir à la même heure et un live le dimanche. Mais pas avec les mêmes personnes, bien évidemment. Il faut que les gens se reposent, c'est important. Et les gens ont leur occupation, hein, mais on aura plusieurs intervenants. Par exemple, la personne qui devait intervenir aujourd'hui, dont je t'ai parlé là justement, elle n'a pas pu se libérer, donc elle n'a pas pu se libérer. C'est une infirmière qui est au Canada et qui était en Italie. Je pense qu'elle viendra peut-être nous parler de la différence entre l'Italie et le Canada. Je ne sais pas, on va s'organiser, on va voir ce qu'on va faire. Donc, j'espère que vous avez apprécié le type de contenu. Dites-le nous en commentaire. Alors, j'invite juste le message. Donc, j'espère que vous avez apprécié le type de contenu, que vous avez aimé. Dites-le nous en commentaire. N'hésitez pas à partager la vidéo. N'hésitez vraiment pas à partager et à suggérer des sujets que vous aimez qu'on aborde. Si vous avez des sujets, n'hésitez pas à m'écrire directement, à m'envoyer un message en privé. Hein, et vous me dites qu'il y a tel sujet, il y a telle problématique sur laquelle vous aimeriez qu'on aborde sur la chaîne. Je vais aller chercher la personne qui connaît du moins le mieux le secteur, le domaine dans lequel vous souhaiterez qu'on aborde le sujet, et on fera un live là-dessus. Donc, restez scotchés sur la chaîne. Merci encore, Martine. De rien, man. Au plaisir. Ok, merci. Donc, merci à vous d'avoir été là et à bientôt, à bientôt, à bientôt.